Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence avec la catastrophe. Le catastrophique Gérald Darmanin, notre Premier ministre, messieurs, dames, qui s'est rendu en Guyane tout simplement pour insulter les Guyanais, les traiter d'idiots. Non mais je vous rassure, à la base, il n'est pas y allé pour ça. Lui, ce qu'il voulait, c'est juste parler de sa nouvelle prison. Eh oui, il était tout fier. La construction de cette fameuse prison française au milieu de la forêt amazonienne étant bientôt terminée. Et comme Gérald Darmanin est le ministre de la Justice actuel, il s'est dit, je vais l'annoncer. Je vais essayer d'en tirer les lauriers. Bon, après on sait tous que construire une prison, ça prend des années et que Gérald Darmanin est ministre de la Justice depuis quelques mois. Donc il y a littéralement 0% de chance qu'il soit à l'initiative du projet, mais passons. En tout cas, cette histoire a commencé à déraper quand un journaliste guyanais a osé comparer cette prison avec les bagnes. Et ça, Gérald Darmanin, il ne peut pas laisser passer. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous croyez en colonie? Bon, oui, la Guyane française est un territoire à 7000 km de nous et donc littéralement une colonie française. Mais c'est pas la colonie de vacances, n'abusez pas. Ne faites pas des comparaisons comme ça, sinon Gérald Darmanin est obligé de vous recadrer. Ces citoyens ultramarins, surtout en Guyane, ils voient un peu comme un retour du bagne. Mais c'est une insulte, monsieur, à la République, ce que vous dites. Je vous dis ce que pense aujourd'hui la population. Vous êtes journaliste. D'abord, en plus d'être complètement idiot, c'est une insulte. C'est complètement idiot, bien sûr, et c'est une insulte parce que ce sont des magistrats indépendants qui prennent des décisions. Puis il faut surtout éviter les comparaisons qui sont une insulte à la République. C'est un gouvernement républicain sur une terre républicaine. Oh le pauvre! Il a posé une simple question, il s'est pris un torrent de merde. N'insultez pas la République. Vous êtes journaliste, en plus d'être idiot. Ce que vous dites est complètement idiot. Waouh! Curieux choix de mots, Darmanin. Quand on sait que toi et l'intégralité de tes potes ministres, vous êtes des bras cassés. Eh oui, je l'affirme, tout le gouvernement Bayrou. Il y en a pas un qui sait ce qu'il fait. Bon, et comme vous pouvez l'imaginer, en Guyane, dans les médias, se faire traiter d'idiot par le ministre de la Justice, la nouvelle a du mal à passer quand même. Le député guyanais de la première circonscription est l'invité de ce journal. Je vous ai vu secouer la tête comme ça durant ce reportage. Qu'est-ce qui vous a choqué? Ben, le non-respect du journaliste. Voilà. J'espère que ça va tourner là-bas aussi, à l'extérieur. Et, Très bien. il faut qu'il s'excuse, mais est-ce qu'il va le faire? Voilà. Enfin, notez que Gérald Darmanin, lors de son déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni, a, comme vous l'avez vu, insulté notre confrère Pierre Tréfou en le traitant d'idiot lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur les chaînes d'info nationales. Notre confrère l'interpellait sur le ressenti de la population guyanaise qui voyait dans son annonce de déporter en Guyane certains condamnés comme un retour au bagne. La direction de Guyane la Première a immédiatement réagi et assure son total soutien aux journalistes de notre rédaction dans le cadre de leurs fonctions et de sa confiance pleine et entière sur la couverture de cette actualité importante pour notre territoire. Fin de citation. Non, mais demande des excuses au moins, Darmanin. Tu vois pas que tu nous fais honte, là, sérieusement? Arrête un peu. Dans le métier, tu sais comment on appelle ce que tu fais? La chouma. Bon, et maintenant, on va passer à un autre sujet. On va parler un peu de Olivier Rafovic. Vous le connaissez, c'est lui, le porte-parole de Tsahal, messieurs, dames. Rien que ça. Préparez-vous, parce qu'il s'est passé une chose extraordinaire. Pour la première fois de toute sa carrière, Olivier Rafovic est allé sur un plateau télé français et est tombé sur un journaliste qui, pour une fois, fait son métier. Non mais regardez-moi ça, vous n'allez pas le croire, il lui pose des questions et tout et tout. Il le reprend, il le dément. Non, je sais pas ce qui se passe, mais j'apprécie. Les Américains ont fait pression? D'abord, elle reprend parce qu'elle doit reprendre. Parce que Parce que les images qu'on voyait étaient aussi insoutenables d'enfants qui ne pouvaient plus se nourrir. Je vous réponds si vous me permettez. Cette guerre, elle a été imposée par le Hamas à Israël. Le 7 octobre 2023. Cette guerre, cette tragédie à Gaza, il y a une tragédie à Gaza, c'est le résultat d'une attaque du Hamas et d'un régime du Hamas qui a tout. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il n'y a pas de volonté d'Israël, il n'y a pas de politique israélienne de vouloir faire la guerre aux Palestiniens à Gaza. Non, mais je parle des enfants qui n'ont plus de nourriture, qui n'ont rien à voir avec le 7 octobre. La famine qui s'installe, ça n'a rien à voir avec le 7 octobre. Des enfants qui n'ont plus rien à manger. Le fait que le Hamas ait volé l'aide humanitaire a été même critiqué par Abou Mazen lui-même. C'est à cause du Hamas que les enfants sont affamés? Évidemment. C'est le Hamas qui a déclaré et qui a volé l'aide humanitaire, qui l'a revendue. C'était Abou Mazen lui-même qui a appelé le Hamas
par des noms que je ne veux pas répéter sur la chaîne, qui a accusé le Hamas de voler l'aide humanitaire et de créer une tragédie à Gaza. Aujourd'hui, Israël, avec les Américains, effectivement, reprend l'aide humanitaire. L'armée israélienne, de quelle aide humanitaire parle-t-on? Soyons précis. On entend dire qu'il s'agit d'une aide minimale, minimum. Pourquoi si peu alors qu'il y a tant de besoins? Et quelle est effectivement l'aide qui arrive aujourd'hui aux populations de Gaza? Je n'ai pas tous les détails, alors où je vous parle. Ah bah oui, mais oui. Vous êtes le porte-parole de l'armée quand même. Vous voulez que je vous réponde sans avoir les détails? Je vous donne les détails que j'ai aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Il y a donc des dizaines de camions qui sont rentrés aujourd'hui, qui vont continuer à rentrer en plus grand nombre, avec de la nourriture pour bébés, des médicaments. Et cette aide, encore une fois, cette assistance humanitaire, qui est importante, fondamentale pour les habitants de Gaza, pas pour le Hamas, va s'accélérer grâce à notre système de distribution à partir du 24 au 25 mai, disons d'ici quelques jours. Est-ce que ça veut dire que les organisations classiques que nous connaissons, les ONG comme Médecins sans frontières, vont être mises à l'écart et les Nations Unies vont être mises à l'écart et qu'il y aura une autre ONG qui va être mise en place par les Israéliens avec les Américains? C'est un système qui va permettre à que l'aide humanitaire nécessaire, même en très grand nombre, puisse rentrer à Gaza, mais n'arrive pas, comme malheureusement c'était le cas, dans les mains du Hamas. On ne va pas nourrir l'ennemi d'Israël qui veut détruire Israël et qui veut créer une tragédie à Gaza. L'intérêt du Hamas a été depuis le départ de créer une tragédie. C'est une stratégie qui a été menée par le Hamas contre Israël en utilisant malheureusement la population de Gaza. Non mais, je suis désolé, ça a aucun sens ce qu'il nous dit là. Quel être humain sur cette planète aurait une stratégie de faire détruire tout son territoire pour espérer une aide extérieure? Elle n'existe pas cette stratégie, on n'est pas né hier, l'humanité elle a fait du chemin. Si c'était seulement une stratégie envisageable, elle aurait déjà été utilisée dans l'histoire. Bref, en tout cas, bravo aux journalistes qui pour une fois, ont fait leur boulot. Mais je vais pas en parler 100 ans parce que Olivier Rafovic, il m'a déjà saoulé. C'est le Hamas. Hamas de quoi? Hamas ton honneur, tu l'as laissé tomber. Bon, et maintenant pour redescendre un peu, quoique, on va passer à Dominique de Villepin. Alors, ce qui est bien avec Dominique de Villepin, c'est que c'est le seul homme de droite qu'on aime tous à gauche. Ah, je sais pas comment il a fait ce tour de magie. Le gars s'autoproclame de droite, est vraiment de droite, mais les seules personnes qui ne le supportent pas sont aussi à droite. C'est quand même cocasse. Comment fait-il ça? En tout cas, là, il va nous parler de Bruno Retailleau et de l'état actuel de la droite, justement. Ah mais oui, Dominique de Villepin s'inquiète, et pas pour rien. Dominique de Villepin, dans les quelques minutes qui nous restent, il faut parler de la famille politique dont vous êtes issu. La droite, ce qui nous amène d'ailleurs à un détour par l'Algérie. Bruno Retailleau est parti pour rester au gouvernement après sa large victoire dimanche à l'élection à la présidence de LR. Vous en étiez pris frontalement à lui pendant cette campagne. Dans le cadre de la crise algérienne, vous disiez ce que dit Bruno Retailleau, c'est de la com, il fait son show, c'est la pire image de l'impuissance publique. Sa présence au gouvernement, qui est donc parti pour durer, c'est un abcès de fixation dans cette crise algérienne? C'est peut-être un élément parmi d'autres. La vérité aujourd'hui, c'est que nous avons deux gouvernements, du côté français et du côté algérien, qui sont face à face. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que nous avons par contre deux peuples qui restent côte à côte. Et ça, c'est un élément important qui doit peser aujourd'hui sur les gouvernements et qui doit les inciter à se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à renouer cette relation stratégique pour la stabilité du Maghreb, pour les relations entre la France, entre nos deux pays. Si vous le permettez, un mot sur ce que vous appelez mon ancienne famille politique, auquel je n'ai jamais appartenu d'ailleurs. Un mot. C'est une dérive tragique. C'est une dérive tragique. Qu'est-ce qui est une dérive? L'élection de Bruno Retailleau à sa tête? L'évolution de ce parti politique que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. Quand j'entends M. Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire de la différence avec ce que dit le Rassemblement national. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de républiques. Et d'ailleurs, sur l'état de droit, M. Retailleau s'était brillamment illustré dans sa première sortie ministérielle. Ni sacré ni intangible, c'est ce qu'il avait dit. Je suis inquiet. Je suis inquiet de voir qu'un certain nombre de digues sont en train de disparaître. La droite, ce n'est pas votre famille politique? Vous parlez de la droite, les Républicains. Qui est issue de l'UMP, à laquelle vous avez... Oui, enfin, qui est issu, et qui a été vers M. Ciotti, vers lequel va tendre à nouveau M. Retailleau. Donc, je parle de dérive, et j'en parle, je crois, de façon très précise. Ce n'est pas aujourd'hui
là que peut se trouver la solution au problème de nos pays. Pourquoi ? Vous faisiez, pardon, Dominique de Villepin, référence... Pourquoi Oui. ce n'est pas la solution ? Tout simplement parce que moi, j'attends toujours les premiers résultats de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur. Je vois beaucoup de rodomontades, je vois beaucoup de déclarations, je vois beaucoup de 20 heures. Je ne vois pas de résultats. Et j'ai envie de dire au président des Républicains ce matin, Monsieur le ministre, au boulot pour les Français. Faites avancer la lutte contre l'insécurité. Faites en sorte que le parquet national anti-criminalité puisse avoir du côté du ministère de l'Intérieur un grand plan anti-gang qui va, à partir de ce que nous avions créé en 2002, les groupements d'intervention régionaux, véritablement mailler le territoire avec une capacité à penser la stratégie de ces grands trafics pour les réduire. Vous voyez, moi, la politique, ça ne se fait pas dans les antichambres, ça ne se fait pas avec des doubles casquettes, ça se fait à plein temps, pas en amateur. Et là, nous sommes devant des amateurs. Mais il a raison. Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Rendez-vous compte, il est ministre de l'Intérieur, président des LR, et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. C'est pour ça, moi, je vous dis, il y a des gens comme ça, Bruno Ratatouille, Jordan Bardella, Marine Le Pen elle-même. Ce sont des personnes qui parlent, mais qui ne feront rien du tout. Déjà, Marine Le Pen, elle ne veut pas être présidente. Je vous le dis, ça se voit. Son but, c'est d'arriver deuxième à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est largement assez rentable et beaucoup moins risqué. Non, je vous le dis, à droite et à l'extrême droite, en ce moment, c'est tous des hommes de paille. Ils font semblant, mais ils veulent même pas les rênes. Et vous alors, la politique, vous le voyez régulièrement dans les enquêtes d'opinion, votre popularité a explosé, personnalité politique des Français. Est-ce que ça vous donne... Des Français, effectivement, est-ce que ça vous donne de l'ambition? Est-ce que vous avez envie de leur rendre aux Français? Salabraca, moi, ça me donne surtout de la responsabilité. Et cette liberté, je veux la mettre au service des Français. Parce que je crois que notre pays crève de mensonges et de non-dits. La mettre au service des Français. C'est-à-dire être là devant vous pour dire sur Gaza ce que personne d'autre ne dit dans la classe politique. Et depuis le 7 octobre, alors que nous savons depuis le 7 octobre ce qui va se passer, le cycle de vengeance qui s'est enclenché. La question ne portait pas sur ce que vous veniez de dire, mais on parlait de 2027, mais on aura sans doute d'autres occasions. 2027, c'est dans 2 ans. Est-ce que l'on peut accepter que ce gouvernement et que ce président fasse du surplace pendant 2 ans quand on voit les défis que la France a à relever dans le monde? Merci. Chacun à son travail, chacun au boulot. Non mais en vrai, si on veut un vrai gouvernement au centre, c'est pas Macron. Ah non, ce qu'il faut faire, c'est on prend De Villepin, on prend Mélenchon et on les met dans la même pièce. Voilà, et là on a la bonne gauche, on a la bonne droite, on a le vrai centre. C'est pas cette parodie de gouvernement qu'on a en ce moment, avec Macron qu'ose à peine nous dire les choses comme elles sont. Bon, et pour terminer, on a le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, l'initiateur du projet Périclès, messieurs dames. Le fameux projet de droite, connu et reconnu de tous, visant à influencer les élections dans notre pays en influençant les médias. Soit exactement ce qui se passe avec CNews et compagnie, on ne va pas se mentir. Bref, en tout cas, par rapport à ce fameux projet Périclès, Pierre-Édouard Stérin a été convoqué à une commission d'enquête à l'Assemblée. Et devinez quoi? Il a refusé de comparaître. Refusé! Contrairement à ce que le bandeau de CNews nous a affiché. Ah ben il est pas venu, il a pas le temps. Tu sais, il y a des gens qui lui envoient des messages méchants sur internet, du coup, il est pas venu. Il y a une vraie raison, il y a une vraie légitimité pour laquelle vous ne souhaitez pas être, et ça faut l'expliquer aux téléspectateurs, je pense. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, il y a 2 vraies raisons. La première, c'est que je n'habite pas en France, j'habite en Belgique, et je me rends en France 3 jours tous les 2 mois. Donc voilà, je suis très très rarement parisien et j'ai pas envie de me déplacer pour répondre à quelques questions auxquelles mon associé a par ailleurs déjà répondu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est beaucoup plus importante depuis quelques jours, c'est que j'ai reçu des dizaines de menaces de mort, des amis probablement, des personnes qui me convoquent, en tout cas en partie. J'ai d'ailleurs déposé plainte hier j'ai déposé hier 24 plaintes suite à des menaces de mort, donc très nombreuses, que j'ai reçues depuis une dizaine de jours. Et donc, il y a aujourd'hui un risque de sécurité avéré. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur qui m'a confirmé qu'effectivement, ces menaces étaient sérieuses et imminentes. Après, je ne suis pas le seul à en recevoir. Néanmoins,
elles sont sérieuses et imminentes, et donc je n'ai pas envie de prendre le risque de venir à Paris pour répondre à ces questions. Non, Et mais donc, moi, j'ai proposé une j'entends ce visio. que vous dites, d'autant que Ils la acceptent visio d'en faire marche pour tout le bien, monde. bien évidemment. Pendant le Covid, tout le monde faisait des visios. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas cette... parce qu'aujourd'hui, effectivement, en 2025, on peut très bien vous entendre en visio, me semble-t-il. Il n'y a pas d'handicap majeur. Et quelles sont les raisons qui y sont données? Ah bah, il n'y a strictement aucune raison qui soit donnée par Cazenave et Léaumont. Donc moi, ce que je comprends derrière, c'est qu'ils ont juste envie de faire les marioles devant les caméras. Ce sont les politiques qui ont besoin de n'importe quel prétexte pour que leur nom soit mis en avant. Et donc, ils m'attendent aujourd'hui avec des dizaines de journalistes pour pouvoir faire les imbéciles devant les caméras. Voilà, c'est la seule raison, Oui. puisqu'il y a encore... C'est ce qui s'est passé avec M. Bayrou l'autre jour, où M. Vanier a fait un numéro personnel. Exactement. Et il y a encore quelques jours, Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, a été auditionnée en visio. Donc les visios, c'est bon pour tout le monde, sauf quand on est à droite, quand on est un député de gauche, et quand on se farcir. Non, mais ça, ce que vous dites est très intéressant, c'est que Mme Delgado a été effectivement auditionnée en visio. Mais qu'est-ce qu'il essaye de nous faire comprendre là? Qu'il y a des privilégiés? Il se fout de notre gueule, il est milliardaire! D'ailleurs, faudra m'expliquer comment c'est possible d'être milliardaire mais d'être un crevard au point de ne pas se payer la fibre et d'avoir une connexion qui bug. Excuse-moi, même quand j'étais au RSA, j'avais une meilleure connexion que toi, il y a un problème. Mais pour revenir sur le sujet, si tu veux vraiment nous parler de privilégiés, combien y a-t-il de personnes dans notre pays, à part toi et tes copains, qui peuvent se permettre de ne pas aller à une convocation de la justice? Aux dernières nouvelles, nous les moldus, quand on fait ça, c'est chaud pour notre matricule, hein? Alors la question se pose, va-t-il y avoir des suites à cette histoire? Va-t-il y avoir des sanctions? Ou sommes-nous tous des PNJ dans la partie du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin? Et vu comme il est serein, je vais pas vous mentir, je penche plutôt pour la deuxième option. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.